Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Tout de suite, vous écoutez l'émission On en parle à Taïwan. Merci à ceux qui nous rejoignent sur les ondes courtes. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, de Lisa Dufaux et de Florian Dai. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Et de quel sujet va-t-on parler aujourd'hui ? Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce dont on va parler, Florian ? Alors, on va parler d'une polémique qu'il y a eu à propos de l'inclusion ou non des personnes homosexuelles dans les mariages groupés qu'il y a eu à Hualien, organisés par la mairie. D'accord, et toi ? Et moi, je vous parlerai d'ossement, en continuité avec mon décryptage de la semaine dernière. D'ossement ? Oui. Okay. Et moi, je vais parler en fait d'un petit sujet d'une émission politique qu'il y a sur YouTube qui est organisée par le collectif SRT Networks qui s'appelle le Nine Night Show en anglais et le Yeye Show en mandarin et qui est de retour. Et c'est la seule émission satirique politique qui existe à Taïwan, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Voilà. Mmh. Donc on commence les mariages ? Les mariages. Alors, vous savez probablement, ou pas d'ailleurs, pour nos auditeurs, qu'à Taïwan, il y a régulièrement des mariages groupés qui sont organisés. Donc, c'est souvent organisé par la mairie et ça peut regrouper jusqu'à plusieurs centaines de couples. C'est rare que ça aille jusqu'à plusieurs centaines. C'est rare que ça aille jusqu'à plusieurs centaines, mais à Hualien, il y en avait, donc Hualien étant une ville plutôt moyenne, un peu petite, il y avait quand même plus d'une centaine de personnes qui étaient présentes au mariage qu'il y a eu en 2023. Et la ville a été critiquée pour sa non-inclusion Alors pour deux choses en fait. D'une part, la non-inclusion d'un vocabulaire qui permettrait d'avoir des personnes de même sexe, puisque à chaque fois tout est divisé avec le marié, la mariée, nan fang, nu fang, donc le côté de l'homme ou la partie la famille de la femme, la famille de l'homme, etc. Donc tout est divisé comme ça avec ce vocabulaire-là, donc qui rend moins... Enfin, je dis, voilà, quand il y a deux femmes ou deux hommes qui veulent se marier, elle dit, moi, du coup, je dois cocher quelle case ? C'est pas clair. Mm-hmm. Et l'autre point sur lequel ils ont été critiqués, c'est que dans la promotion de ces mariages groupés, ils ont aussi dit très clairement que c'était pour encourager à la procréation, pour faire face à la baisse de natalité qu'il y a dans l'ensemble de Taïwan depuis plusieurs années. Donc, c'était pour encourager à avoir des enfants. Et donc là aussi, si un couple homosexuel se marie, c'est peut-être pas forcément dans l'objectif d'avoir des enfants, d'ailleurs pas que les homosexuels non plus. Mais voilà, il y a eu ces deux polémiques. Donc je voulais revenir un petit peu là-dessus. Mm-hmm. Et qui est auteur qui a commencé à réagir à ça ? C'est vraiment sur Internet ? Alors ça a été sur Internet, c'était aussi par les associations, donc l'association Taiwan Equality Campaign, donc qui est pour justement l'accès au mariage pour tous à Taïwan. Avec, il y a eu plusieurs allers-retours en fait de critiques et de réponses après Donc le porte-parole de cette association avait dit que le jour où il était allé donc au bureau à Hualien pour voir si c'était possible de s'inscrire, ils ont dit de toute façon les hommes ou les femmes, voilà, ça, peu importe, si vous êtes homosexuel, vous pouvez décider vous-même qui fait l'homme et qui fait la femme. Wow. Et donc il s'est senti très très mal par rapport à ça, c'est vraiment un manque de respect, et à la fois pour lui personnellement mais aussi pour l'ensemble des couples homosexuels, parce que justement l'objectif c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse l'homme et qui fasse la femme, non, quoi. Il y aurait trop de choses à dire sur ça. Je t'en prie. Est-ce que tu veux dire une chose ? Non, ça va. Ça va ? D'accord. C'est... Ok. No comment.
Donc, bon, il y a encore eu... Après, voilà, il y a eu un changement dans les pronoms, dans les formulaires qui a été fait. Après cette première critique, disons. Et par contre, au moment de publier l'annonce comme quoi ils allaient organiser le mariage groupé suivant, ils ont dit clairement que c'était dans l'objectif d'encourager à avoir des bébés. Et donc, ça a de nouveau soulevé une vague de critiques, puisque c'est... Voilà, si des couples homosexuels se marient, c'est pas forcément pour avoir des bébés, et d'ailleurs les couples hétérosexuels non plus. Il peut y avoir plein de raisons pour se marier, mais... Non, mais je pense que c'est lié tout simplement aux statistiques à Taïwan, puisque c'est vrai que la plupart des couples qui ont des enfants, ce sont des couples mariés. Les Taïwanais, en général, attendent de se marier pour avoir des enfants. Effectivement. Donc c'est plus... ça, je peux plus comprendre que... Je peux plus comprendre, Après, en tout cas. faut voir dans la formulation, mais si je disais c'est pour aider les personnes qui voudraient se marier et faire des enfants sous un régime matrimonial, si l'on formulait de cette manière-là, ça passerait. Mais là, de la manière dont c'est fait, à mon avis, c'est beaucoup plus. On organise un mariage pour encourager la procréation. C'est vraiment. Mais les personnes homosexuelles peuvent aussi avoir des enfants. Alors oui, mais c'est encore d'autres procédures, et à Taïwan, c'est aussi très très limité. Mais ça devient c'est plus possible maintenant, et enfin, il y a des enfants de couples homosexuels à Taïwan. Il y a des enfants quand même. Oui, mais enfin si, par exemple, l'adoption, c'est possible soit par une personne seule, soit dans un couple homosexuel, si c'est l'enfant biologique d'un des deux parents, l'autre peut l'adopter, mais ils peuvent pas adopter ensemble en couple un bien enfant. Sûr, donc il y a encore plein de limitations. Oui, tout à fait. Et le fait que le mariage soit autorisé ne facilite pas du tout le fait que les couples homosexuels puissent avoir des enfants. De fait, enfin, il y a encore beaucoup de barrières pour eux, et d'organiser un mariage groupé en disant on le fait pour encourager à avoir des enfants, non. Donc après, plusieurs personnes ont dit non, mais on ne refuse pas les couples homosexuels. Le fait est que dans ces mariages-là, en tout cas à Hualien, il n'y avait aucun couple homosexuel qui s'y a inscrit. Je ne sais pas si du fait de ces polémiques ou pas que, mais il y a quand même pas mal de couples. Enfin, la première année, en tout cas... Non, pardon. Entre janvier et mai 2023, j'ai des chiffres qui ne sont pas plus récents. Il y a eu plus de 9000 couples homosexuels qui se sont mariés à Taïwan. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais aucun à Hualien. Mais aucun à Hualien dans un mariage groupé. Dans un mariage groupé, oui, d'accord. Voilà. Mais qui veut se marier dans un mariage groupé ? Moi, c'est ça la question qui me me taraude dans cette information. Tout à l'heure, on se posait la question un petit peu de qui voulait faire des mariages groupés, en quoi ça consiste, d'où vient la demande en fait. Quel est l'attrait d'un mariage groupé ? Alors, je vais reprendre une présentation qui avait été faite par Nausicaa Rivière lors de la journée des jeunes chercheurs. Donc, elle est doctorante à l'INALCO et elle avait parlé des rituels du mariage pour les couples du même sexe à Taïwan. Et elle avait rappelé que les facteurs familiales restent les plus importants dans les décisions du mariage. Et donc, je suppose aussi dans les décisions du mariage groupé, puisque ça reste quelque chose... Bon, après, il y a un facteur économique aussi, puisqu'un mariage, ça coûte cher, mais selon les cadeaux qu'on a reçus, on disait tout à l'heure aussi, voilà, il y a le mariage à Taïwan et la notion des enveloppes rouges est très important. Les enveloppes qui contiennent de l'argent. C'est le retour sur investissement, souvent. Les gens sont invités à des mariages depuis qu'ils sont 17, 18 ans. Ils se donnent des enveloppes rouges depuis cet âge-là, plus ou moins. Et donc, voilà, ils se disent, il va falloir quand même que je récupère cet argent d'une manière ou d'une autre. Ça peut sembler très pragmatique et économique au niveau du concept, mais ça reste quand même un point d'ancrage assez important dans les mariages à Taïwan, peu importe la forme du mariage. Hein. Et donc, mais les gens n'ont pas forcément les moyens d'organiser des mariages et des cérémonies de manière individuelle, et donc le mariage groupé viendrait de là.
Voilà, en tout cas, l'idée du mariage groupé, une façon économique de faire une grande cérémonie pour tout le monde, avec juste faire publier les bancs qui actionnent en fait le système des enveloppes rouges. Et donc les gens reçoivent les enveloppes rouges après chez eux même. C'est même pas forcément des gens qui viennent participer au mariage. Mais des fois, j'ai l'impression que ces mariages groupés, c'est même pas des vraies cérémonies, ce sont des gens qui sont déjà mariés, qui ont déjà fait le mariage et qui même peut-être ont déjà fait leur banquet du reste personnellement, mais qui ensuite font une cérémonie en plus avec d'autres personnes pour le plaisir. Parce que je me souviens avoir vu une news, c'était à Alishan, le bureau les autorités d'Alishan qui promouvaient, en fait, c'était pour eux un moyen de promouvoir le tourisme. Et donc, il y avait certaines personnes qui s'étaient inscrites pour faire la cérémonie là-bas, mais elles étaient déjà mariées, en fait. Donc, j'ai l'impression que des fois, c'est pas si... C'est pour faire une cérémonie de plus, oui, avoir des et photos. puis parce que les gens aiment bien, et c'est le fait de célébrer ensemble. Et puis, children now, voilà quoi. C'est jeux now. Il y a l'ambiance. Voilà, il y a l'ambiance parce qu'on est avec plein de gens, et il y a des Taïwanais qui aiment bien ça. Ouais. D'où les marchés de nuit. Sinon, les marchés de nuit n'existeraient pas. Parce que il faut vraiment aimer se coller à d'autres personnes et être dans une foule pour aller dans un marché de nuit. Ouais, mais après, par rapport à l'incitation à avoir des enfants, c'est vrai qu'on peut rappeler que ce qui est un peu un frein au mariage des homosexuels à Taïwan en général, ce ne sont pas vraiment des raisons religieuses ni morales, mais surtout par rapport à l'ordre social, puisque la piété filiale reste très important, et une des premières responsabilités des enfants, et surtout des hommes, c'est de perpétrer la lignée. Donc il faut avoir des enfants, et le mariage est un peu la condition pour avoir des enfants, puisque comme tu disais tout à l'heure, la grande majorité des enfants naissent dans le cadre du mariage, et c'est aussi un changement de statut important. Quand on est une femme, si on est marié ou pas, après on passe à faire partie de la belle famille, traditionnellement parlant, mais le nouvel an chinois, on va le passer dans la famille du mari, traditionnellement toujours. Après, il y a des exceptions, bien sûr, mais c'est vraiment une question plus d'ordre social, le mariage à Taïwan en général, et donc effectivement, la légalisation du mariage pour tous les couples pose des questions sur comment est-ce qu'on appelle les personnes qui se marient, sur quelles cérémonies sont mises en place, quels sont les nouveaux rites qui sont mis en place. Voilà, il y a souvent à Taïwan le fait que le père donne la main de sa fille au mari avec toute une cérémonie très, très codifiée en fait de comment faire. Mais du coup, si ce sont deux femmes ou deux hommes, c'est à réinventer en fait. Oui, c'est sûr, il faut certainement innover. Voilà. Vu que maintenant, il y a aussi des personnes de même sexe, il faut que les autorités, j'imagine, innovent dans leur vocabulaire, on trouve des manières de... Ouais. Je sais pas. Donc c'est ça, il y a beaucoup de rites. Et puis même les personnes de sexe différents, je veux dire, à supposer qu'un jour je me marie avec un homme à Taïwan, un mariage groupé à Hualien ou pas. Mais est-ce que j'aurais envie de garder cette image de mon père qui vient donner qui vient m'apporter pour me donner à mon mari? Ça reste une image très très patriarcale du père qui donne sa fille. Que ce soit un couple homosexuel ou pas, les couples hétéros peuvent aussi avoir envie de changer cette image, par exemple. Donc je trouve que c'est très intéressant de se poser les questions de quels termes on utilise et quels sont tous les non-dits ou tout ce qui reste, toutes les implications de ces rituels autour du mariage. Mais je pense que les gens qui ont envie d'une cérémonie un peu personnalisée comme ça, de toute manière, ils vont pas faire un mariage groupé. C'est très probable. Mais je sais pas d'ailleurs. Il faudrait attendre. Je voulais inviter justement Nausicaa Rivière à en parler, mais elle a dit quand son étude sera plus avancée. Donc d'ici quelques mois peut-être, on essayera de la réinviter pour nous en parler plus en détail. D'accord. Exactement. On passe aux os.
Oui, alors, quelle transition, Valentin, transition rapide, merci. Pas le zoo des animaux, le zoo du squelette. Pas la perte Les des ossements. os de la hausse de la natalité, mais des os tout à fait différentes. Puisque la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais publié un décryptage consacré au récent retour à Taïwan de 4 crânes de guerriers Paiwan conservés à l'université d'Édimbourg. Décryptage que vous avez sans doute écouté, bien sûr. J'ai écouté. C'est vrai ? Ouais. Oh, waouh! Je suis impressionnée. Moi pas, mais j'avais regardé un peu les news à ce D'accord. sujet-là. Donc Oui. je sais à peu près de quoi tu parles D'accord. aussi. Alors, pour rappeler un petit peu aux auditeurs, une cérémonie traditionnelle Paiwan avait été organisée le 3 novembre par une chamane du village de Mudan dans le musée d'anatomie de l'université d'Édimbourg en Écosse pour marquer le retour de ces crânes sur leur terre natale. C'était le fruit de 3 années d'efforts de la part de plusieurs personnes, notamment de la communauté de Mudan, mais aussi des autorités centrales taïwanaises et notamment de la Commission ministérielle des affaires autochtones qui avait coopéré pour obtenir le retour de ces crânes à Taïwan. Et j'avais interviewé, pour revenir donc sur ce processus, le maire de la commune de Mudan, Pan Zhongzhi. Et ces crânes-là faisaient partie de plus d'une dizaine de têtes de guerriers Paiwan qui avaient été coupées par les soldats de l'armée japonaise, qui avaient été envoyés à Taïwan dans le cadre d'une expédition punitive en 1874, suite au meurtre 3 ans plus tôt de 54 naufragés d'un navire des Ryukyu, Okinawa. Et donc 4 de ces crânes avaient ensuite été confiés à un Américain qui en avait fait don à l'université d'Édimbourg en 1907, donc il y a plus de 100 ans. Et le retour de ces crânes a été assez médiatisé à Taïwan et a fait ressurgir une autre affaire concernant des restes humains de communautés autochtones à Taïwan. Puisque la semaine dernière, il y a eu une manifestation de membres de la communauté Bunun, cette fois, originaire du village de Bahuan, ou Mayuan en chinois, dans la commune de Wanlong, dans le comté de Hualien. On revient à Hualien. Voilà. Ces personnes ont manifesté devant l'Université nationale de Taïwan pour réclamer le retour de dépouilles qui ont été déterrées en 1960 à des fins de recherche anthropologique. Et vous allez voir qu'en réalité, l'affaire est assez différente de celle des crânes Paiwan, puisque donc c'était pour faire des recherches anthropologiques aussi, donc il y avait quand même une idée, un petit peu la même idée. Et ce sont en tout 64 ensembles d'ossements qui ont été déterrés dans le cimetière de Loïc, dans ce village-là. Et les membres de cette communauté pointent du doigt plusieurs problèmes. D'abord, le fait que ça s'est fait sans l'accord de la population locale, alors que l'université, elle affirme que l'accord des villageois a été obtenu par l'intermédiaire de la police. Or, on était en 1960, en pleine terreur blanche. On a des sourcils qui se froncent par ici, vous pouvez pas le voir, mais Voilà. J'ai les sourcils qui se lèvent un peu là. Donc Hein. c'est une époque où les villageois n'avaient pas vraiment la liberté de refuser, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est loi martiale, Donc, et puis la police vient arrivait, vous demandait, Bien sûr. Voilà. Et en tout cas, il y avait une certaine pression à accepter. Et cette opposition est attestée, selon les manifestants, par le fait que les villageois ont à l'époque refusé de participer à l'opération de déterrage des corps et que l'université a dû faire appel à des travailleurs extérieurs qui ont été payés $35 par jour pour déterrer ces ossements. Et des villageois qui étaient présents à l'époque ont aussi indiqué qu'ils n'avaient pas été informés du but de cette opération et de quelle structure prendrait en charge ces ossements. Et on peut aussi penser qu'il est peu probable que les villageois aient donné leur accord, d'autant plus que les restes humains qui ont été déterrés et emportés provenaient de personnes qui avaient été enterrées assez récemment, à savoir entre 1933 et 1955, donc les plus récents remontaient à peine 5 ans en arrière. Donc il y a vraiment très peu de chances pour que les villageois se sont dit d'accord, allez déterrer mon grand-père que j'ai enterré il y a 5 ans dans le village, quoi. Voilà. Ouais. Et autre problème pointé du doigt par les manifestants, c'est que sur les 64 ensembles d'ossements déterrés et emportés par l'université, seuls 43 sont encore conservés par l'établissement. Donc il y en a 21 qui manquent à l'appel. Et enfin, les manifestants ont aussi souligné le fait que cette opération, qui consistait à déterrer des ossements de personnes autochtones pour les analyser d'un point de vue anthropologique, s'inscrivait dans une volonté de continuer des recherches empreintes de colonialisme et d'une approche anthropologique raciale,
entreprise par l'Empire japonais et qui voulait notamment prouver que les autochtones de Taïwan étaient une race inférieure et justifier ainsi la suprématie de la race japonaise et la domination de l'Empire japonais dans la région Asie-Pacifique. Donc sur le principe, l'Université nationale de Taïwan, elle n'est pas contre le fait de rendre ces ossements, mais en fait, il y a eu des négociations depuis longtemps qui ont eu lieu et qui jusqu'alors ont toujours échoué sur les conditions de ce retour. Donc les membres de la communauté de Bahuan réclament 1,5 milliard de dollars taïwanais en dommages et intérêts pour financer le retour des ossements, y compris les 21 ensembles d'os qui ont été perdus. Il faut les rechercher. Voilà. Du coup, enfin. Et ce serait aussi pour financer la construction d'un mémorial pour leurs ancêtres et des excuses formelles également et des compensations financières pour les familles des victimes. Mais l'université continue d'insister sur le fait que l'accord des villageois avait été obtenu et qu'en 2017, 2 membres de cette communauté qui étaient présentes en 1960, qui ont donc assisté à des réunions au sein du village pour discuter de la question, ces personnes-là affirment que les villageois étaient contre et qu'ils ne savaient pas d'ailleurs où ces os seraient emmenés et pourquoi. Et ils ont dit qu'ils avaient été en fait forcés d'accepter que les os soient déterrés. Donc l'université explique qu'aujourd'hui elle est prête à financer le retour de ces os, la cérémonie aussi pour les renvoyer chez eux, le mémorial, mais qu'elle n'a pas la capacité financière de payer 1,5 milliard de dollars taïwanais, ce qui est environ l'équivalent de 43,6 millions d'euros. C'est vrai que c'est une grosse somme. C'est une somme qui est calculée sur la base du salaire horaire des personnes déterrées sur une période d'environ 63 ans. Donc, peut-être que le calcul peut être négocié entre l'université et les manifestants, mais en tout cas, ces négociations ont toujours échoué jusqu'à présent. Et c'est vrai que la situation s'est un peu envenimée parce que certaines personnes ont accusé les manifestants Bunun de chercher simplement à gagner de l'argent et de ne pas avoir grand-chose à faire de ces ossements, mais d'être surtout là pour vouloir gagner, pour pouvoir récupérer des sous. Et c'est vrai que ça s'inscrit dans un contexte social où il y a des préjugés raciaux à Taïwan envers les personnes autochtones. On considère que les personnes autochtones, elles aiment bien l'argent, ou il y a des préjugés assez négatifs comme ça. Sont assez fainéantes. Voilà, qu'ils aiment bien l'argent facile, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que ça a envenimé encore plus la situation. Et on peut d'ailleurs... on peut peut-être faire une comparaison avec le budget annuel de l'université qui était d'environ 17 milliards de dollars taïwanais en 2021. Donc c'est vrai que 1,5 milliard, c'est une très grosse somme pour un établissement comme ça. Et d'autant plus que les restes humains des ancêtres du village de Bahuan ne sont pas les seuls ossements autochtones qui sont conservés dans l'université. Donc d'autres affaires de ce type pourraient aussi surgir dans le futur. Et d'ailleurs, certaines affaires dans le passé ont déjà été réglées de retour d'ossements comme ça, ou de restes humains. Donc il pourrait y avoir d'autres affaires, d'autres réparations à payer, voilà. Ça pourrait, oui, s'ils acceptent, ça pourrait créer un précédent qui leur serait très gênant en fait pour la suite. Voilà, je pense il faudra avoir, à mon avis, il va y avoir d'autres négociations pour essayer peut-être de baisser le montant ou pour que une solution soit acceptable pour les deux parties. Mais en tout cas, cette affaire des Khan Paiwan qui sont revenus à Taïwan dans des conditions plutôt optimales, c'est-à-dire que voilà, la commission des affaires autochtones a envoyé une lettre, l'université a répondu, bon certes, 1 an plus tard, mais 1 an plus tard, sur une échelle de plus de 100 ans, c'est pas si mal que ça non plus. Ça s'est bien passé, la cérémonie s'est bien passée, l'événement a été vraiment médiatisé comme quelque chose, comme une affaire vraiment bien menée. Et ça a fait ressurgir cette affaire-là qui n'est pas réglée depuis plusieurs années. Et ça pose aussi plein de questions sur la période autoritaire de Taïwan, puisque voilà, il y a des personnes qui ont été victimes du régime autoritaire de l'époque et qui, à l'époque, ne se sentaient pas légitimes, ou en tout cas ne se sentaient pas en sécurité pour demander des réparations, pour porter plainte contre certains traitements, certains abus, et qui seulement maintenant se sentent assez en confiance pour le faire.
C'est le consentement libre et éclairé qui ne pouvait pas avoir lieu, en fait. Ou qui n'était probablement pas demandé non plus. Mais ouais. On passe à quelque chose un peu plus comique, on va dire. Un peu plus joyeux. Dans le sujet. Est-ce qu'on peut se moquer de ces... des participants, des personnages politiques, du coup, maintenant, après avoir... Voilà, c'est un peu la question, puisque, en fait, on va parler du Night Show, donc night en anglais, hein, qui veut dire la nuit, et show, le spectacle, l'émission de télé, basée en fait sur des émissions un petit peu à l'américaine, peut-être, je sais pas si vous connaissez un petit peu le Late Night Show de Trevor Noah, ou ce genre de show comme ça, voilà, un grand studio, une personne devant un bureau, et voilà, de l'échange politique ou avec des invités, ou juste de l'animation un peu fun. Donc voilà, donc basé sur ce format-là en fait d'émission, est née en 2017 une émission qui s'appelle le Night Show à Taïwan, et qui a été entamée par vraiment une des figures de la comédie à Taïwan, qui s'appelle comment il s'appelle en anglais, Brian Tseng. En anglais, en mandarin, c'est Zhumbo Hun. Et donc c'est vraiment une des figures de la comédie, parce qu'en fait la comédie est très récente à Taïwan, surtout la comédie satirique, comme elle est pratiquée dans cette émission. Oui, parce qu'il y avait de la comédie avant. Après, dans le théâtre de marionnettes, le théâtre, les duos comiques. Voilà, mais ça existe depuis longtemps. Mais disons le stand-up à l'américaine. Le stand-up, voilà, si vous voulez. Ouais, c'est ça, le stand-up, la comédie de stand-up. Et donc il y avait des petits cercles, etc., qui existaient déjà, hein. C'était pas il y a 20 ans, mais il y a 20 ans c'était plutôt rare, des petits comités ou des choses comme ça. Et donc il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y avait la chambre de commerce américaine qui a fait tout un dossier pour faire état en fait de ce monde-là du stand-up comédie à Taïwan. Et donc une personne qui est très proche notamment de ce comique avait fait un compte rendu de tout ce monde-là de la truc. Donc je vais pas le détailler je vais pas détailler trop ce dossier, parce que c'est quelque chose de 8 pages. Donc je vous mettrai le lien dans l'article de l'émission, mais en gros voilà, ça résume en fait comment tout ça a émergé, et que Zhumbo Hun a vraiment été central dans l'émergence des clubs de comédie à Taïwan. Donc club de comédie, hein, on connaît en France par exemple le Jamel Comedy Club ou ce genre de choses, hein, qui ont émergé aussi un peu au moment où Jamel a commencé. Il n'y avait pas cette culture du club de stand-up avant en France non plus, et donc voilà, souvent ce sont des personnages un peu clés qui ont vraiment insufflé quelque chose au niveau de la comédie. Et donc Zhumbo Hun est vraiment central à Taïwan, c'est-à-dire que les clubs de comédie qui étaient 15-20 personnes en général jusqu'alors sont passés plutôt à 100, avec des spectateurs, des plus grandes salles, des vrais studios, etc. Et ça a vraiment donné une vraie comment dire, ouverture sur cette pratique à Taïwan. Et donc le Night Show, pour dire en fait, Zhumbo Hun a arrêté cette émission parce que ça lui prenait beaucoup trop de temps. Sa femme lui avait reproché ça à 32 ans, je crois, que ça lui prenait... c'était des nuits blanches, 3 jours par semaine, la préparation, etc. C'est quand même au niveau connaissance, en fait, recherche, etc. Ça prend énormément de temps quand même de préparer une émission comme ça, où on peut faire de la satirique, recherche des vidéos, etc. Je vous invite à aller voir. Mais c'est vraiment... voilà, ça prenait beaucoup trop de temps pour lui. Et donc en 2021-22, l'émission s'est arrêtée. Et donc pour moi, c'était fini définitivement. Et là, donc, il y a 2 mois environ, le Night Show est revenu avec un nouveau, un nouveau personnage principal qui s'appelle Tialong. Voilà. Et donc, voilà, c'est le retour de ça. Je voulais en parler parce que j'invite ceux qui sont sinophones, parce qu'il faut avoir un certain niveau de mandarin pour comprendre, et aussi une très bonne connaissance du climat politique à Taïwan. Et ce qui est intéressant aussi, en fait, c'est donc juste tous ces jeux de mots, en fait, qui sont utilisés. C'est vraiment une façon d'utiliser le mandarin qui est assez moderne, je trouve.
de mon point de vue. Et donc je trouve ça très intéressant. Et puis bon, ils déterrent toujours des dossiers sur les personnes ils prennent vraiment des morceaux coupés de reportages ou de vidéos qui sont assez intéressantes. Et c'est très satirique, et il y a vraiment, ce que j'aime beaucoup dedans, vraiment, il y a vraiment, ça tire vraiment sur tout le monde. Il n'y a pas de bleu, blanc, vert. Tout le monde en prend pour ça, pour son grade, et je trouve ça très très marrant pour ça aussi. Et donc ouais, voilà, donc je vous invite, et c'est quelque chose qu'on peut aussi aller voir en live. Show. Le Yeye Show, Yeye Shu en mandarin, et en anglais Nine Night Show. Ça fait presque comme Yeye de grand-père et Nai de grand-mère, mais c'est Night et Yeye en mandarin, voilà. Mais bon, voilà. Et donc voilà, pour finir, donc ce que je voulais dire, je peux vous donner juste un petit exemple pour terminer cette émission. Récemment, il y a une campagne de pub sur du KMT qui est sorti en vidéo, qui a fait une comparaison entre Zhuge Liang, le chanteur ou le héros, le héros mythique, et le chanteur à la coupe de Mireille Mathieu, ou le héros, et le patron du KMT, le président du KMT, Zhu Lilun. Ok. Donc ils ont déguisé Zhu Lilun en Zhuge Liang, en habit d'époque. Waouh. Une vidéo avec des effets spéciaux, voilà, ça, un c'est fond, innovant. des tonnerres, etc. C'est créatif. Et dans l'énoncé, c'était anciennement il y avait Zhuge Liang, et maintenant il y a le Zhuge Liang du numérique. Voilà. Waouh. La campagne du KMT est magnifique. Elle a fait tellement polémique, en fait. Pourquoi ? Parce que la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un de totalement extérieur au KMT. Et le mec, il a un peu reçu des pots de vin. Il y a une polémique là-dessus. Je n'ai pas tout suivi par rapport à ça, parce que faut vraiment se plonger dans ce genre de sujet à chaque fois. Moi, j'ai pas exactement tout le bagage politique et contextuel de ces histoires-là. Les Taïwanais sont tous les jours dessus. Ils regardent la télé. J'ai pas la télé, personnellement. Déjà, moi, je rate beaucoup de choses à cause de ça. C'est pas non plus que je m'y intéresse vraiment, mais voilà. Et c'est juste pour dire la grandeur du contexte. En fait, donc ils se sont moqués de ça, et en disant ouais, de toute façon, maintenant on est sauvé, on a le Zhuge Liang du numérique qui permet de faire des wantun. En fait, les wantun sont les soldats du net qui vont en fait faire des vagues de commentaires sur les comptes d'opposants politiques, etc. Et donc voilà, ils se sont beaucoup moqués de lui, parce que Zhuge Liang est un héros de la guerre, un héros militaire des anciens temps chinois. Voilà, et c'est pour vous dire le nombre de contextes qu'il faut avoir pour comprendre les blagues, c'est quand même assez... En tout cas, moi ça m'amuse beaucoup. Voilà. D'accord, ça donne envie d'aller jeter un coup d'œil, moi je connaissais pas, merci. Ouais. On vous en donnera des nouvelles peut-être dans une autre émission, politique ou pas. On pourra en parler. Avec les élections, il y aura probablement beaucoup de choses croustillantes qui vont encore sortir. Ça donne aussi beaucoup de contexte en 20 minutes à peu près, que dure l'émission sur YouTube. Parce que je crois que le show en entier dure 2 heures. D'accord. Mais c'est des extraits qu'il y a sur YouTube. En fait, ils font de l'appel pour que les gens y aillent voir en direct. Et donc après, c'est coupé avec plein de petites séquences, etc. Mais c'est très intéressant donc, de voir ça en live. Enfin, de voir ça sur YouTube, parce que ça fait 20 minutes. Et ça fait vraiment un bon résumé de la vie politique taïwanaise, et de manière un peu rigolote. Super. D'accord. Voilà. Eh bien, merci pour nous avoir partagé tout ça. Et oui, et on se dit donc à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. En tout cas, pour les auditeurs, pour On en parle à Taïwan, l'émission sera là. Et donc, c'était Valentin Floquet, Florian Dai, Elisa Dufaux. Au revoir et à bientôt sur Radio Taïwan International.